Nous discutons avec des responsables universitaires, avec des responsables d'école pour essayer de créer un master en ostéopathie. Je m'appelle Franck Garnier. J'exerce actuellement en tant qu'ostéopathe humain sur Strasbourg. Je suis diplômé depuis 2010 donc d'une école à Cergy-Pontoise, anciennement le Collège ostéopathique européen, qui a changé de nom pour devenir Holistea. Et suite à ma diplomation, j'avais toujours à cœur de vouloir enseigner. Et donc, c'est ce que je fais maintenant depuis une douzaine d'années, et plus particulièrement au COS à Strasbourg. J'ai commencé à enseigner, je me suis toujours posé un petit peu la question de savoir en fait quelles étaient les compétences pour pouvoir enseigner en ostéopathie. Et ça m'a toujours intrigué de voir dans les deux autres disciplines le niveau d'exigence qu'on pouvait avoir pour enseigner et qui n'était pas forcément le cas en ostéopathie, puisque comme vous le savez tous, hein, la réglementation indique que pour être enseignant dans une école d'ostéopathie, il faut 5 ans d'expérience professionnelle et il n'y a besoin d'aucun prérequis pédagogique. Et pour ma part, en tout cas, il y a un amalgame justement entre ces compétences dites professionnelles et les compétences pédagogiques, car on le sait très bien, hein, et la littérature le montre, qu'un bon professionnel, une personne qui a beau avoir une patientèle importante en libéral, ne fera pas forcément un bon enseignant, et tout ça parce que il y a des savoirs, les savoirs qu'on appelle implicites et qui sont difficiles à transmettre. Et partant de cette idée, je me suis toujours posé la question de savoir comment on pouvait faire pour augmenter le niveau de compétences des formateurs, ce qui m'a amené à reprendre mes études en faisant un master en pédagogie médicale donc à la fac de médecine à Strasbourg, et par la suite de continuer par un doctorat donc en sciences humaines spécialisé en sciences de l'éducation, et de travailler justement sur les compétences des formateurs en faisant un état des lieux de la formation en ostéopathie en France. J'ai donc soutenu ce doctorat en décembre 2020 et j'occupe, suite à ce doctorat, j'ai eu l'opportunité d'avoir un statut d'enseignant-chercheur donc, au COS à Strasbourg. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je partage mon activité donc, entre un mi-temps d'ostéopathe en cabinet et un mi-temps en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, mes sujets, mes travaux, mes domaines de recherche sont bien sûr la pédagogie en ostéopathie. D'ailleurs, depuis 3 ans, on a fondé le diplôme, le DUFO, le diplôme d'université de formateur en ostéopathie à l'UHA, donc sur laquelle je suis co-responsable de ce diplôme. Et à côté de ça, j'ai un deuxième axe de recherche qui m'intéresse particulièrement, c'est tout simplement alors on pourrait parler d'épistémologie de la discipline, mais comprendre davantage la discipline afin de pouvoir mieux l'enseigner, puisque à l'heure actuelle, je pense que l'ostéopathie n'est pas, même si pour certains ça paraît d'une grande évidence de pratique, je pense que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et on parle d'ailleurs qu'il y a une grande diversité de pratiques. Et l'idée de mes recherches, c'est d'essayer justement, au travers une démarche, alors en tout cas en recherche en sciences humaines qui est relativement connue, qu'on appelle l'analyse de l'activité, c'est de pouvoir connaître au mieux l'activité d'ostéopathie pour pouvoir mieux l'enseigner. Et c'est ce à quoi je m'attelle depuis 2 ans. À côté de ça, j'ai aussi d'autres compétences, puisque j'ai également repris mes études dans le domaine de l'épidémiologie et la recherche clinique. Et l'idée, c'est également de lancer des projets de recherche et de faire de la recherche en ostéopathie. Et en dernier point, alors quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est depuis une grosse année, nous discutons avec des responsables universitaires, avec des responsables d'école pour essayer de créer un master en ostéopathie. Voilà.
c'est un projet qui est relativement difficile, hein, puisque la première difficulté qu'on a lorsqu'on veut créer un master dans n'importe quelle discipline, hein, c'est justement de s'adosser à ce qu'on appelle une filière. Alors, par exemple, c'est facile pour certaines disciplines, hein, par exemple, plutôt dans le domaine de la santé, mais c'est vrai que les kinés, les infirmières peuvent facilement s'adosser à la filière médicale, hein, c'est ce qui se fait, hein, maintenant, beaucoup de filières paramédicales sont prises dans le champ de la santé. Vous avez certaines disciplines telles que, je ne sais pas moi, l'enseignement des langues, la philosophie, qui va se mettre plutôt dans le cadre général dans les disciplines littéraires. Nous, en ostéopathie, on a un petit peu cette problématique épistémologique, mais où doit-on à quelle discipline, à quel champ doit-on s'adosser? Est-ce que c'est au champ de la médecine, au risque peut-être de perdre un petit peu, de dénaturer l'ostéopathie? Est-ce que c'est un autre champ qui est plutôt du ressort des sciences humaines? Est-ce qu'on peut s'adosser aux STAPS? Donc là, déjà, on se heurte à cette première difficulté, c'est de savoir à quelle grande discipline universitaire, hein, qui est déjà présente, doit-on s'adosser. Alors là, on a déjà des petits éléments de réponse. Là, on est en train de travailler, comme dit, sur ce projet. Alors, l'idée de notre master, c'est de pouvoir faire un master qu'on appellerait enseignement-recherche. Donc, c'est un master qui serait destiné aux ostéopathes diplômés, qui leur permettrait directement de pouvoir entrer en M2. Ce master, tel que nous l'avons conçu, aurait 4 parcours. Un parcours qui serait plutôt orienté au niveau de la recherche. Donc, les compétences des personnes sortant de ce master auraient des compétences au niveau de recherche, donc à la fois qualitatives que quantitatives. Ils auraient des compétences en matière de management, parce qu'on sait que ça manque actuellement, hein, les ostéopathes qui prennent des responsabilités dans des écoles, même dans des syndicats, manquent cruellement de ces compétences. Il y aurait également des compétences au niveau de l'enseignement, de la pédagogie et des sciences de l'éducation au sens large du terme. Et enfin, le 4e parcours serait comment dire, sur l'approfondissement et la connaissance disciplinaire. Le déclic qui m'a fait pousser un cursus assez loin, je dirais que c'est une problématique que rencontrent beaucoup d'ostéopathes, c'est une problématique de reconnaissance. Dans le cadre dans le cadre de ma formation et de mon métier de formateur, j'ai été amené à rencontrer pas mal de personnes, hein, de chercheurs, de différentes disciplines. Et ce que j'avais pu constater, c'est qu'on avait un petit manque de crédibilité. Et en tout cas, moi, ce que j'ai rencontré également en faisant mes études, c'est que beaucoup de personnes qui étaient diplômées en ostéopathie se prenaient à la fois pour des enseignants, se prenaient pour des chercheurs. Et quand on est dans une démarche un peu plus académique, on sait très bien que pour être enseignant, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour être chercheur, c'est encore plus compliqué que ça. Et moi, l'idée, c'était de dire, mais en fait, si on se donnait les moyens également pour nous mettre au niveau des autres peut-être chercheurs d'autres disciplines. Parce qu'à un moment, si on veut vraiment intégrer la recherche, si on veut faire de la recherche à haut niveau, il ne suffit pas d'être ostéopathe pour dire qu'on peut faire de la recherche, mais à un moment, mettons-nous au niveau d'un point de vue académique et poussons le vice assez loin, hein, et devenons chercheurs et faisons de la recherche en ostéopathie. L'activité à l'heure actuelle est très variable. J'essaye de garder des temps bien précis dans mon emploi du temps pour aller au cabinet et d'essayer de ne pas trop bouger les choses. Mais au final, je me rends compte que c'est bien compliqué puisque mon activité d'enseignant-chercheur est en train de prendre le dessus sur mon activité libérale. Et encore une fois, je pense que si on veut bien faire les choses, on ne peut pas tout faire. Alors, pour ma part, en tout cas, hein, je pense que dans les prochaines années, il y aura sans doute un virage qui sera fait au niveau de ma carrière professionnelle et je donnerai davantage d'importance à ma carrière, entre guillemets, d'enseignant-chercheur plutôt que ma carrière en libéral, mais par contre, en ne délaissant pas totalement cette activité libérale. Je pense que par la suite, mon emploi du temps
Mon emploi du temps, dans l'idéal, serait de faire une journée de cabinet par semaine avec 4 jours d'enseignant-chercheur et, comme dit, de pouvoir, de pouvoir ressembler en tout cas à ce qui se fait dans d'autres disciplines et puis dans d'autres choses. Et je pense notamment j'aime beaucoup le profil des sages-femmes et des formatrices sages-femmes, hein, qui ont, qui font quelque chose d'intéressant. Elles ont ces 4 jours. Elles ont ces 4 jours dédiés à l'enseignement et à la formation des sages-femmes avec de la recherche, puisque maintenant le standard, en tout cas pour les formatrices en école de sages-femmes, est très élevé, puisqu'elles doivent elles doivent avoir un doctorat. Et par contre, on leur oblige d'avoir une journée dans la semaine où elles sont présentes en maternité, en salle d'accouchement, pour garder justement cette réalité du terrain. Et je trouve que ce modèle, moi, en tout cas pour ma part, me correspondrait bien. Je trouve qu'il devrait faire foi dans les prochaines années dans la formation en ostéopathie. À l'heure actuelle, hein, c'est ce que j'expliquais avant, mon emploi du temps, c'est moitié-moitié. Bien sûr, il y a des périodes qui sont beaucoup plus importantes au niveau de la recherche, notamment là, comme des périodes au mois de juin, où il y a des congrès, il y a des communications, il y a pas mal de choses à faire, donc ça prend davantage de temps. Et d'un point de vue de rémunération, à l'heure actuelle, c'est grosso modo, c'est kiff-kiff. Mes revenus au niveau de l'enseignement-recherche et du cabinet se répartissent, je dirais, de manière homogène. Alors, quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans la recherche, hein, j'encourage vraiment les vocations parce qu'il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de possibilités. Alors, ce que j'aurais tendance à dire, c'est, mis à part quelqu'un qui aurait clairement identifié un parcours qui aurait des possibilités et clairement, hein, qui, lui, peut y aller directement. Pour les autres personnes, j'aurais tendance à dire d'y aller par étapes. Et nous, on le voit. Et la construction comment dire, de l'identité du chercheur, elle peut également se faire, comme dit, de manière progressive. Et ça peut passer déjà par un petit contact au niveau de l'université, par des DU. Et je sais qu'il existe pas mal de DU qui sont hyper intéressants, notamment des DU en méthodologie, recherche clinique, à Bordeaux, des choses qui se font en e-learning. Pour ma part, voilà, moi j'ai fait des choses un peu plus approfondies à Nancy, où ils proposent des choses. Ça donne déjà un avant-goût. Le DU de formateur en ostéo qu'on propose, pas mal de personnes qui s'inscrivent par la suite ont cette vocation-là de continuer en disant voilà, on a touché un petit peu du doigt, ça ne demandait pas un investissement en niveau temps, en niveau personnel trop important, et après on se lance, on va davantage dans des masters. Alors, pour moi, la recherche en ostéopathie a vocation de légitimer la discipline. La recherche, on peut l'envisager de différentes manières, hein. On peut essayer, et malheureusement, ce que font peut-être à tort certains chercheurs en ostéopathie, c'est d'essayer de se calquer sur des modèles qui existent, en disant, voilà, ce modèle scientifique existe, et donc l'ostéopathie, tiens, il y a des choses qui se rapprochent, donc on pourrait se mettre là-dessus. Pour ma part, c'est peut-être une erreur et c'est ce qui aurait tendance à dénaturer l'ostéopathie. Pour ma part, et c'est un petit peu la recherche que je privilégie, c'est de dire d'abord, essayons de bien comprendre l'ostéopathie, essayons de comprendre comment nous fonctionnons, essayons de comprendre comment nous traitons nos patients, essayons de comprendre ce qui se passe dans une consultation en ostéopathie pour pouvoir mieux l'étudier. Après, on sera en mesure peut-être de créer notre propre modèle qui permette de comprendre l'ostéopathie. Pour moi, l'universitarisation va devenir un enjeu fondamental de la formation en ostéopathie dans les prochaines années. Comme on le sait tous, la formation est privée en France. Il y a de nombreuses écoles privées en France. Ça a ses avantages, mais ça a également ses limites. Une des limites, c'est notamment les différences des formations. On sait qu'on a un référentiel de formation qui date de 2014, mais quand on regarde, et je me suis un petit peu intéressé à la chose, quand on regarde d'une école à l'autre comment est interprété, comment est mis en application ce référentiel de formation, on voit qu'il y a quand même des différences.
Donc, ce qui manque au niveau de la formation en ostéopathie, c'est un cadre. Est-ce que l'universitarisation pourra donner un cadre plus important au niveau des écoles? Je ne le pense pas, mais en tout cas, ça pourra peut-être aider. Pour moi, l'universitarisation, elle se fera davantage peut-être après la formation, et notamment pour légitimer les personnels qui travaillent et les enseignants-chercheurs. Il y a un principe de base, et peut-être que ce principe de base est oublié dans les écoles de formation à l'heure actuelle. Meilleurs seront les formateurs, meilleurs ils seront formés, meilleure sera la formation. Et arrêtons de dire que pour enseigner dans une école, pour faire de la recherche, le diplôme d'ostéopathe est suffisant. Il est loin d'être suffisant et formons du personnel, augmentons le niveau de compétences en matière d'enseignement et de recherche, tout ça afin de tirer la discipline vers le haut. Et je reprendrai le doyen Lude qui a fait, alors je crois que c'était dans les années 2002-2004, il avait été on lui avait demandé de faire un rapport sur l'ostéopathie en France et sa conclusion était hyper intéressante en disant il faut que les écoles d'enseignement, les écoles privées gardent une certaine liberté. On pourrait tout à fait imaginer que l'enseignement de l'ostéopathie soit réservé aux écoles d'ostéopathie avec les différentes particularités, avec ce qu'on appelle en psychologie du travail les différents styles de pratique. Ça, il faut sans doute le garder, mais par contre, est-ce que l'université ne pourrait pas se porter garant du travail de recherche qui est fait par les étudiants, par exemple, en école? Est-ce que les universités ne pourraient pas se porter garant de la sémiologie, par exemple, qui est enseignée peut-être d'une manière extrêmement différente d'une école à d'autres, et peut-être davantage augmenter ce niveau-là. Et alors moi, je trouve quelque chose, et je milite un petit peu pour ça, mais qui a été fait en ostéopathie animale, et je trouve qu'en ostéopathie humaine, on est passé à côté. Je trouve qu'à la fin de la formation, il devrait y avoir un examen national portant sur les compétences sémiologie, de diagnostic d'exclusion, qui devrait être pourquoi pas organisé par les facultés de médecine, comme c'est le cas par les écoles vétérinaires pour les vétérinaires, mais qui donnerait peut-être davantage de crédibilité au niveau de ce pouvoir, de ce poids qu'on a au niveau de la prise en charge de nos patients et de la sécurité du patient, tout en gardant l'enseignement de l'ostéopathie au niveau des écoles. Et je pense qu'à côté de ça, je pense qu'on est passé un petit peu à côté de ça à l'heure actuelle au niveau de l'ostéopathie humaine. Et c'est ce que proposait le doyen Lude dans son rapport à vérifier au niveau des dates. Mais en tout cas, c'est ce qu'il avait proposé. Au niveau de la recherche, parce que là, cet examen a davantage de poids, de puissance au niveau de la pratique professionnelle. Au niveau de la puissance de la recherche, je ne suis pas sûr que c'est un gros impact. Mais par contre, ce qui n'est pas négligeable, c'est que ça laisse quand même une porte ouverte au niveau peut-être des facultés, des universités vétérinaires pour peut-être essayer davantage de faire avancer les choses, de créer davantage de liens entre ce qui se fait en ostéopathie animale et peut-être dans le monde de la recherche encadrée par des vétérinaires. Donc ça, je trouve ça hyper pertinent. Et moi, je lance peut-être la bouteille à la mer, mais je pense qu'en ostéopathie animale et en ostéopathie humaine, nous avons énormément d'objets en commun. Nous avons quand même une discipline qui est identique pour nos deux professions. Nous avons des facultés vétérinaires qui sont elles-mêmes rattachées à des facultés de médecine. Et pourquoi pas, dans l'idéal, essayer de regrouper un diplôme qui pourrait regrouper justement toutes ces personnes travaillant et ayant cette vocation de faire de la recherche en ostéopathie animale, en ostéopathie humaine, avec toutes les difficultés épistémiques sur lesquelles on se heurte et qui sont des objets communs, qu'on travaille sur des animaux ou qu'on travaille sur des humains, on a les mêmes difficultés pour pouvoir faire de la recherche. Donc essayons de fédérer un petit peu, de fédérer nos forces et de peut-être créer quelque chose dans lequel tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, lors de ces deux tables rondes, il y a plusieurs choses que j'ai envie d'évoquer. C'est tout d'abord le fait que l'universitarisation, une potentielle masterisation, n'est pas quelque chose qui est dangereux pour la discipline, et bien au contraire, ça peut nous aider à la valoriser, ça peut nous aider
à identifier au mieux nos manières de travailler. Donc, cette masterisation qui fait peut-être peur à certaines personnes, je pense qu'elle peut être un atout. Je pense que toute la formation, encore une fois, je ne vais pas être dans les extrêmes, ne doit pas se faire à l'université, bien au contraire, mais par contre, il va falloir y créer des liens, il va falloir développer comment dire, des connexions à l'université qui permettront d'augmenter le niveau de la discipline sans, bien sûr, la dénaturer. Ça va être vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie d'appuyer. Et pour ceci, il y a plein de pistes. Et encore une fois, l'université, peut ouvrir pas mal de portes. Il y a plein de projets qui peuvent être financés par les universités, par des appels à projets qu'on est en train nous-mêmes de faire à Strasbourg. Il y a des liens avec des laboratoires qui sont déjà existants et qui pourraient être facilités en ayant un accès à l'université. Donc, c'est tout ça. Et je pense que voilà, ça peut être vraiment bénéfique dans les prochaines années. Et quand on voit dans certains pays de ce qui se passe et, certains liens qui sont faits à l'université, au final, on en voit quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Et mon autre sujet sur la recherche, voilà, pour le coup, dans lequel je suis directement concerné, c'est de pouvoir aider à créer des vocations, aider à montrer que le parcours, certes, n'est pas évident, que ça demande une certaine exigence, mais qu'il y a plein de possibilités pour nous, ostéopathes, pour faire de la recherche. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Il y a plein de choses, plein de dispositifs sur lesquels les écoles peuvent totalement s'y retrouver sans de gros investissements. Et c'est ce que j'ai envie d'évoquer et surtout d'arrêter. Je sais que certains de mes collègues chercheurs, ils sont ils sont beaucoup sensibles, mais en tout cas, je le redis, ce n'est pas parce qu'on est diplômé en ostéopathe que ça nous donne des compétences pour faire de la recherche, ce n'est pas parce qu'on est ostéopathe que ça nous donne des compétences pour faire de l'enseignement. Il y a encore une marche à franchir pour avoir cette reconnaissance et ce niveau, et allons-y. Franchissons, montons cette marche et augmentons d'exigence sur les personnes qui veulent s'impliquer dans les écoles, dans l'enseignement, dans la recherche.